sommes toujours en route pour la Ryder Cup. La Ryder Cup qui se rapproche de nous, à moins que ce soit nous qui nous rapprochions d'elle. Vous savez que c'est la compétition la plus médiatisée au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Et vous savez qu'elle oppose les États-Unis et l'Europe. Au sommaire de cette émission, l'invité, Marc Assous. À 14 ans, il vendait des bonbons sur les marchés, il a lancé des radios, produit des spectacles musicaux. Il a créé le salon du golf qu'il reprend cette année, portrait d'un homme que les golfeurs vont adorer. La découverte dans ce numéro, visite du golf Blue Green de Saint-Quentin en Yvelines. Le témoin, on l'appelle le sculpteur du golf. Depuis plus de 20 ans, il a allié l'art de la sculpture et sa passion du golf. Ses œuvres sont désormais incontournables, rendez-vous avec Uber Privé. Matériel, ils arrivent depuis quelques années sur le marché du golf, ce sont les clubs japonais. Qu'ont-ils de différent des clubs américains classiques? Réponse avec Mathieu Césaro du Golf du Bois de Boulogne. Enfin, comme chaque mois dans Par 78, le conseil du pro. L'invité de ce numéro, c'est l'homme du salon du golf. Il l'a créé il y a quelques années. Il le reprend cette année. Il aura d'ailleurs lieu les 11, 12 et 13 mars prochains à la porte de Versailles. Il s'appelle Marc Assous et je vais le rejoindre. Marc Assous, bonjour. Bonjour Ça Patrice, écoutez, je suis ravi d'être là, ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment génial. Alors on va parler évidemment du salon du golf qui a lieu le 11, 12 et 13 mars prochain. Un tout petit peu, on à va la en porte parler, de Versailles, pas beaucoup. dont vous êtes le fondateur, le créateur et que vous avez repris cette année. Mais vous avez quand même un parcours absolument extraordinaire. Vous venez de la production, vous avez créé Radio Voltage. Voltage FM. Voltage FM, oui. Et alors, comment on arrive de là, qui est quand même assez lointain, au salon du golf que vous avez créé, parce que ça n'existait pas? Non, le salon du golf n'existait pas. Alors, ce qui était génial à l'époque, c'est qu'on me disait mais si, ça existe, le salon. Je dis non, ça n'existe pas. Vous avez regardé, quoi. Voilà, j'ai regardé. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce salon, je l'ai créé en 2007 et on est en 2017. Oui, ça fait 10 ans, donc. Ça fait donc 10 ans, 11e édition plutôt, mais c'est vrai que mais c'est quoi le début, c'est quoi? Ça se passe comment? Un soir, en allant manger chez mes parents, chez ma mère, mon frère me dit, qui est un golfeur depuis 20 ans, il me dit tiens, toi tu organises des salons, est-ce que tu sais où je pourrais trouver au salon du golf des clubs de golf? Est-ce que c'est moins cher? Je dis je sais pas, je vais voir si ça existe. Où est-ce qu'il est ce salon? Voilà. Et puis en fait, il n'y avait pas de salon du golf. Et donc j'ai donné ma démission avec mon pote Jean-François et j'ai créé le salon. Et voilà, du golf, votre frère voulait des clubs, donc vous créez le salon du golf. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est un peu simple, ouais. Que ça. Ouais. Alors vous l'avez créé en 2007. Ensuite vous êtes parti à nouveau dans la musique et la production. Ouais, la musique, c'est un peu ma passion. Ouais. Je suis très axé comédie musicale et c'est vrai que j'ai été approché grâce encore au golf, puisque c'est un monsieur qui s'appelle Hervé Taïeb, que tout le monde connaît, qui est très connu sur Chaumont-Vexin. Qui a eu le golf de Chaumont-Vexin. Voilà, notamment. Et qui est très copain avec Gérard Presgurvic. Oui. Et il me dit, tu sais, Gérard, il a besoin de toi, etc. Et puis je rends service à Gérard sur certaines opérations de communication, parce que j'adore la com, j'adore la pub, je suis un vrai communicant et j'aime beaucoup faire ça. Et à la fin, Gérard Presgurvic me dit, combien je te dois? Je lui dis, écoute, 0. Un jour, tu me rendras un service. Et puis en 2013, j'ai envie de repartir dans la musique. Et à partir de là, je remets en place un système. Et je dis, Gérard Presgus, s'il te plaît, toi, t'as Roméo et Juliette. File-moi tes bandes sonores, je vais à l'export et je balance Roméo et Juliette à l'étranger. Et c'est ce qu'on a fait. Et la personne avec qui vous aviez revendu le salon du golf voulait arrêter, quoi, en gros. Hein. Paul était fatigué, c'était pas vraiment son métier. Il adore le golf, il joue au golf. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je connais depuis très très longtemps. Vous avez décidé de reprendre le salon du golf. Voilà, et j'ai dit à Paul, je veux pas que le salon soit vendu à n'importe qui, n'importe comment. Ça fait 3 ans que j'ai laissé le salon du golf. On est à 1 an de la Ryder. C'est quelque part un bébé que j'ai créé. Je veux pas. Je veux le reprendre. Je veux pas le laisser à n'importe qui. Et vous l'avez repris. Et je l'ai repris. Et alors là, vous avez un truc génial cette année. C'était que vous allez offrir à tous les gamins entre 7 et 12 ans. Hein, entre 7 et 12 ans, tous les gamins qui se présenteront au salon du golf le 11, 12 et 13 mars, je leur offre
un sac de golf. Et je mets en place un practice d'environ 500 mètres carrés, donc aussi grand que le practice de Callaway ou de Cleveland ou de Wilson, enfin des autres marques. Je mets un practice de golf, je mets des putting greens, je mets des proettes, je mets des pros, pour leur dire, voilà les copains, voilà les gamins, voilà, on va rigoler, ça va être sympa le golf. On a à peu près une dizaine d'écoles avec des gamins qui vont venir, et j'aimerais bien qu'on trouve un Tiger Woods, quoi. Voilà, c'est l'avenir du golf français va se jouer les 11, 12 et 13 mars on va essayer. Au salon du golf. Si vous permettez, on viendra faire la prochaine émission au salon. Avec plaisir, franchement, vous êtes les bienvenus. Et parce puis, que là, c'est formidable. C'est vrai que là, il faut dire, il y a tout, il y a le matériel, il y a les voyages. Et le salon a grandi. J'ai tout agrandi. On a à peu près une trentaine de nouveaux exposants. Donc ça va être énorme. Et des produits qui ne sont jamais qu'on voit jamais ailleurs. Non, jamais. 11, 12 et 13 mars, on rappelle, à la porte de Versailles. Bon, vous avez fait le salon du golf, vous n'êtes pas un golfeur comme votre frère, par exemple. Non, je ne suis pas du tout golfeur comme mon frère. On va quand même vous faire un petit peu peter ou un petit peu toucher un club, et puis comme ça, on montrera ça à un pro, et il vous donnera des conseils. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc Assous. Alors je retrouve notre pro préféré, Sébastien Russier, qui est le coach de l'équipe numéro 1 du golf national, qui est pro au golf national. On vous a concocté un exercice un peu particulier, un peu différent d'habitude, puisque Marc Assous, notre invité, n'a pas voulu prendre un club ou un fer ou un bois, il a voulu prendre un putter, donc on va parler de putting. Écoutez, très bien, voilà, c'est partie du jeu, un élément très important. C'est même très très important, c'est là qu'on gagne ou qu'on perd souvent. Ouais, on est bien d'accord, un jeu dans le jeu. Et ce que je vous propose, c'est de tout simplement lui faire un petit rappel des fondamentaux simples pour avoir un putting efficace. Voilà, les 2-3 règles qu'il faut respecter pour bien putter. Tout à fait. Bonjour à tous, bienvenue. On change un petit peu de sujet, on va traiter le compartiment du putting. Donc j'ai observé un petit peu ce que faisait Monsieur Assous au putting. On voit qu'il a besoin d'un petit peu de technique, il a une tendance à heurter un petit peu la balle, ce qui provoque des problèmes de dosage en fait, simplement. Voilà, on sait que lorsqu'il y a une accélération trop prononcée dans la frappe, on perd le contrôle de la face de club. Là, c'est également de la vitesse. Première des choses, le positionnement de la balle par rapport à ce que j'ai pu observer. Donc d'éviter d'avoir une balle vers le pied droit avec un club qui arrive du coup en descendant qui écrase la balle. On va du coup ramener la balle plutôt en face de l'axe de la colonne, là où est le point bas du mouvement. Tout simplement. À partir de là, la gestion pour moi du dosage au putting, c'est déjà la gestion de l'amplitude. Une gestion d'amplitude qui va se faire par une action des épaules et une vitesse constante de tête de club au niveau du sol. Okay. Donc pour avoir un dosage assez régulier et efficace, moi ce que je préconise c'est ça, c'est cette constance de vitesse par un mouvement qui est dirigé par l'action des épaules et on va jouer sur simplement l'amplitude en fait. Voilà. Exercice tout simple. Là j'ai placé un petit repère, ces outils, ça me sert juste à vérifier que j'ai bien l'œil gauche au-dessus de la balle, il y a une petite sardine avec une ficelle, ça c'est vraiment pour me donner des repères en fait, pour être sûr d'être positionné correctement par rapport à mon objectif, simplement. L'exercice sera le suivant, simplement se positionner ici, je fais un premier putt, l'objectif est de dépasser le trou à peu près de 40 cm on va dire, voilà, pour faire simple. Et donc je vais d'abord rechercher ce mouvement d'épaule avec quelque chose d'assez, en tout cas pour ma part, symétrique au niveau de la tête de club et avec une vitesse constante. Donc l'objectif pour lui est de maintenir cette vitesse constante et par contre d'arriver à déterminer quelle est la bonne amplitude pour arriver au trou. Le golf que nous allons vous faire découvrir dans ce numéro, c'est le golf de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, le golf Blue Green de Saint-Quentin-en-Yvelines avec sa directrice, Sassi Modérant.
Bonjour Sassy Modérant. Bonjour Patrice. Vous êtes la directrice du golf de la base de loisirs de Saint-Quentin-Yvelines, golf qui appartient à Blue Green. Tout à fait. Qui est un des fleurons de Blue Green d'ailleurs. Il est né à peu près dans les années 80. Plus précisément en 1981. Donc ça fait un peu plus d'une trentaine d'années maintenant qu'il existe. Il existe. Alors ça a été un 9 trous. Au départ 9 et trous. Aujourd'hui on est sur 18 trous. 18 trous plus... qui ont été refaits. Ouais. Donc avec des buts qui ont été remis en place. Et on a 6 trous complémentaires pour toutes les parties, pour les personnes en enseignement. Un 6 trous compact. Alors c'est ce qu'on appelle un golf public. C'est dire qu'on peut venir sans être abonné forcément, juste pour jouer. Exactement. Aujourd'hui on n'est pas obligé d'être membre. On peut jouer, je dirais, à la prestation, donc ce qu'on appelle un green fee, ou être abonné à l'année sur 12 mois. Alors vous avez, je crois, 700 abonnés. On a 700 abonnés ici, et puis on a en plus de ça à peu près 250 personnes qui sont en formule enseignement, qui démarrent chez nous donc chaque année pour arriver à avoir une carte verte et commencer à jouer au golf. Pouvoir jouer sur le parcours. Tout à fait. Il faut dire qu'il y a 4 enseignants. Oui, on a 4 enseignants qui sont là, donc on va dire 7 jours sur 7, pas les 4 en même temps, mais bon, ils sont disponibles. Tous les jours, il y a des enseignants qui sont disponibles, tout à fait. Alors, on parlait de ça justement, on va aussi parler des green fees, puisqu'il y a donc les abonnés et les green fees. Ça fait combien de green fees par an à Alors, peu près ? par an, on est sur une base de 25 000 green fees et à peu près entre 50 et 55 000 départs d'abonnés, en plus des 25 000 green fees. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour débuter le golf, parce qu'il y a des enseignants qui peuvent les prendre en charge. On a beaucoup de gens qui débutent, puisque on fait partie de la chaîne Blue Green. Donc, et plus spécifiquement ici à Saint-Quentin, on fait partie d'un golf dit évolution. Donc on est vraiment sensible à tout ce qui est débutant. Donc on organise 2 fois par an des journées portes ouvertes, et donc suite à ça, on a ce que je vous disais, à peu près les nouveaux golfeurs et des personnes qui rentrent dans une formule d'enseignement chez nous. Mais ça n'empêche pas aussi qu'il y a des golfeurs qui sont là. Qui sont très bons. Vous avez des bonnes équipes. On a des bonnes équipes, on a des équipes seniors, on a des équipes dames, des équipes hommes qui sont, je dirais, plus au niveau régional, mais quand même qui restent de bonnes équipes, tout à fait. Alors par quoi on est frappé quand on vient ici, quand on parle un peu avec les gens qui jouent, c'est une sorte de convivialité, c'est-à-dire les gens se connaissent, ils se retrouvent. Oui, tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait énormément de passages, les gens se connaissent entre eux, même que s'ils jouent en semaine, s'ils sont adhérents ou pas adhérents, les gens se connaissent et il y a une convivialité qu'on sent au centre du club. Alors vous êtes aussi au centre de Saint-Quentin, au fond, pas loin de Trappes, à côté de la base de loisirs. On est au sein de la base de la base de loisirs. Ça aussi, est-ce qu'il y a des passerelles, parce qu'il y a des gens qui viennent à la piscine ou des choses comme ça, est-ce que les gens ils osent rentrer au golf ou c'est encore un peu compliqué ? C'est encore un peu compliqué. Aujourd'hui, on voit au niveau des habitants de la communauté d'Aglo qui ont du mal à connaître, je dirais, ou du mal à venir. Oser venir peut-être. Oser venir, c'est surtout ça, c'est oser venir. Là, on va essayer dans peu de temps, sur les vacances de Pâques, de faire un jumelage entre la voile, donc qui est aussi sur la base de loisirs, et ici, donc le golf, d'essayer d'amener des enfants en initiation sur les 2 activités. Donc pour essayer de mixer un petit peu tout ça. Alors évidemment, il y a des compétitions, il y a des compétitions de classement, on a des compétitions de classement, on a des compétitions de classement en semaine, des compétitions de classement en week-end. On a un club senior qui est très actif, qui joue tous les mardis, tous les jeudis. Et donc voilà, on a et aussi de la place pour les autres qui ne souhaitent pas faire de compétition. Tout à fait. Il y a 2 parcours, il y a le bleu et le rouge, les deux parcours de 18 trous. C'est quoi la différence ? Il y en a un qui est plus difficile que l'autre ? Alors, on a le parcours bleu qui sera un petit peu plus long. Un peu plus long. Long, voilà, plus franc. Par contre, le parcours rouge sera beaucoup plus technique, plus court, et qui aura des greens plus étroits. Voilà, et qui aura des greens plus étroits. Oui. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Les gens qui viennent, ils changent volontiers. Ils changent volontiers de parcours, c'est-à-dire que souvent, surtout nos abonnés, quand ils viennent par exemple une journée jouer sur le bleu, la fois d'après, ils iront sur le rouge pour alterner. Donc il y a 30 ans, il y avait 9 trous, aujourd'hui il y a 36 trous, 42 avec le compact. le compact.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 30 ans qui viennent? Ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de golfeurs et que ce soit un sport un peu plus démocratisé aujourd'hui. Est-ce que vous entendez parler de la Ryder Cup? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la Ryder Cup, les golfeurs Juste à en parlent. côté, qui C'est sera juste à côté sur le golf golf national. Donc les golfeurs en parlent. Les golfeurs en parlent beaucoup. Maintenant, ce serait bien aussi qu'au niveau de la population lambda puisse connaître ce bel événement qui va avoir lieu dans peu de temps chez nous. Donc le message qu'on peut donner, c'est n'ayez pas peur de pousser les portes, de venir ici, vous serez bien accueillis. Tout à fait. Et très bientôt, nous aurons nos journées portes ouvertes du printemps, donc à partir du 24 mars. Ah, 24 mars. Donc voilà. 24 mars, venez tous au golf de Saint-Quentin. Voilà. Merci beaucoup, Sassy. Merci. Cette Tour Eiffel Ryder Cup, devant laquelle tous les étrangers qui viennent découvrir le parcours du golf national se font photographier, c'est une œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Hubert Privé. Hubert Privé, c'est le sculpteur du golf. Il a fait du golf sa source d'inspiration et c'est le grand témoin de cette émission. Bonjour Hubert Privé. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors vous êtes le sculpteur du golf le plus connu. On est à côté d'une de vos dernières œuvres, Doty. Alors on voit bien le symbole, les États-Unis et l'Europe. Je vois que le travail qui a été réalisé évoque bien une des grandes actualités de notre sport. C'est donc la Ryder Cup. Hein. Absolument. Ça a commencé comment? Vous êtes, d'abord un dessinateur industriel? Tout à fait, oui. Oui, j'étais, pendant mon enfance, j'étais pas un élève excessivement brillant, donc à l'époque, on nous mettait un peu dans les voies de garage, exactement, dans les métiers manuels. Je me suis retrouvé à faire pendant 5 années de la métallurgie et du dessin industriel. Et puis après, il y a aussi du travail avec l'industrie de luxe. Oui, effectivement, j'avais la chance d'avoir pas mal d'idées et d'aimer les belles choses. Et donc j'ai travaillé pour les grandes maisons du luxe en France, comme Chanel, Chaumet, Azzaro, Cluzel, toutes sortes de maisons comme ça. Alors comment est arrivée la sculpture de golf dans votre vie ? En fait, le golf est arrivé déjà. Bon, je partage beaucoup de valeurs de ce sport. On pourrait en parler pendant des heures parce que vraiment, je suis quelqu'un de passionné et qui parle du golf comme étant. Pour moi, il faudrait que tous les êtres humains puissent jouer au golf. Pour voir. Pour moi, le golf, c'est la vie, quoi. Et donc, tout ça, ça m'a donné envie, à travers mon travail de sculpture, d'exprimer, de raconter le golf à ma façon, en fait. Donc je me suis mis à faire des boules avec des têtes de club, je me suis mis à découper. C'est un peu du détournement ? Oui, c'est ça. Au départ, en tout cas. Hein. Oui, puis les sources d'inspiration aussi, c'est-à-dire que je sois sur un golf, que ce soit le paysage, que ce soit les réflexions des joueurs, les attitudes et tout, tout ça, ce sont des sources d'inspiration que j'essaie d'évoquer dans mes sculptures et aussi tout ce qui est actualité. Et tout ce qui est actualité. Alors c'est vrai qu'il y a des sculptures très connues, et notamment il y a eu cette arche où on a vu par exemple tous les joueurs de l'Open de France qui passaient, qui se faisaient photographier. Il y a la Tour Eiffel Ryder Cup, alors là c'est un must. Il y a des œuvres qui auxquelles vous êtes plus attachés que d'autres ? Ah ouais, j'ai quand même mes fameux 3 tis bleu, blanc, rouge. Les 3 tis bleu, blanc, rouge, à l'arrivée du 18 qui sont maintenant sur le rond-point à l'entrée du golf national. Qui sont vraiment des œuvres de part. Déjà le titre, parce que ça s'appelle les Géants. 2018, les Géants arrivent. Et en fait, moi je suis tellement admiratif de tous ces grands joueurs et passionnés que voilà, il fallait que j'évoque quelque chose qui leur ressemble. Et c'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé à faire des œuvres monumentales comme mon panier géant, comme mes tis géants, comme toutes sortes de pièces comme ça qui évoquent justement tout ce que représente le golf, c'est-à-dire le travail, la passion, toutes ces choses-là. C'est important de dire que c'est une activité qui est le reflet d'une vie aussi, quoi. Je pense qu'on est obligé de travailler au golf sans arrêt. Alors vous êtes connu en France, évidemment, mais vous êtes maintenant connu aussi à l'international. Vous êtes à Dubaï notamment, vous voyagez beaucoup, je parlais des États-Unis. C'est vrai que maintenant, dans le monde entier, on peut trouver des œuvres d'Hubert Privé.
Oui, j'ai osé aller montrer mon travail un peu partout. Et puis j'ai des journalistes et des spécialistes de l'art qui ont fait un peu des recherches. Et il s'avère qu'ils ont après le Salon mondial du golf d'Orlando, là, cette année, ils ont déclaré que mon travail était en fait unique, quoi. J'ai eu cette chance pour l'instant. Oui, vous êtes le seul. Ouais, a priori, ouais. A priori, dans l'univers des pays où il y a des golfeurs, apparemment, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui travaillent dans mon style, qui font des choses comme moi, quoi. Dans ce livre, ça s'appelle Golf privé. Oui, golf en privé. Golf en privé. Ouais. Alors là, c'est un concept assez amusant parce qu'il y a vos œuvres, et puis vous avez demandé à des gens comme ça de faire des petits textes autour de ces œuvres. Et donc on retrouve évidemment vos sculptures et on retrouve un peu parfois de l'humour, parfois de la poésie dans les légendes qui accompagnent ces œuvres. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, vous travaillez sur quoi actuellement ? En ce moment, je travaille sur mon implantation au Maroc, aux États-Unis, donc je suis en train de travailler sur différentes pièces. J'ai aussi des grandes maisons qui commencent à me demander je fais de plus en plus de trophées aussi sur mesure, où ils veulent avoir une œuvre importante pour pouvoir marquer, symboliser l'événement et marquer les noms des vainqueurs tous les ans avec des répliques. Donc j'ai aussi des demandes maintenant dans ce domaine-là. Bravo. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci bien. On ouvre maintenant notre séquence matérielle. Traditionnellement, le matériel de golf, c'est du matériel américain, mais depuis quelques années, on voit arriver sur le marché des clubs venus du Japon, qui sont des clubs parfois plus haut de gamme, parfois presque fait main. Quelle est la différence entre ces clubs américains et ces clubs japonais ? On en parle avec le responsable du fitting de Golf Plus au Golf du Bois de Boulogne. J'ai rejoint Mathieu Césaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du fitting de Golf Plus au golf de l'hippodrome du Bois de Boulogne. Et je voulais qu'on parle ensemble de nouveaux clubs qui arrivent, il y a un petit moment, mais enfin, les clubs japonais qui arrivent sur le marché, qui sont de plus en plus présents, alors que pendant longtemps, c'était les clubs américains qui dominaient le marché. Ça fait quoi ? Ça fait 7-8 ans à peu près, hein ? Ouais, ça fait une petite dizaine d'années que le marché japonais grappille petit à petit des parts en Europe. Alors les clubs américains, on est plus sur un profil de distribution qui va correspondre un petit peu à tous les joueurs, toutes les personnes qui se mettent au golf, donc avec des clubs plus accessibles en termes de prix, en termes de matériaux aussi qui vont être utilisés, qui vont permettre d'avoir des coûts de fabrication qui vont être moindres que des clubs dits japonais avec... Plutôt haut de gamme, quoi. Plutôt haut de gamme, premium. Aujourd'hui, en fait, les marques japonaises travaillent énormément pour qu'il y ait énormément de légèreté, très peu de déformation à l'impact et avec des aciers qui sont utilisés pour les têtes, du forgé. Il faut savoir que les Japonais ont cette culture du forgé par la fabrication des sabres japonais, les katanas. Ils ont cette réputation de faire du forgé d'une extrême qualité. Alors on peut peut-être regarder quelques clubs pour voir un petit peu comme ça. Ouais. Ça, c'est des marques américaines. Exactement, les Titleist, les TaylorMade, les Cobra, les Ping. Après, on a des clubs qui sont plutôt, qui vont se positionner comme les marques américaines, mais qui sont japonaises, telles Mizuno. D'accord. Même si voilà, on retrouve un club assez classique. Exactement, mais on retrouve quand même des qualités dans le forgé qui sont propres à Mizuno. Souvent, les joueurs aiment le toucher Mizuno qui est propre à cette marque. D'accord. Et après, on va avoir les marques japonaises. Proprement dites. Où on a Honma, Ixio. Ixio, c'est Strixton, hein, c'est ça ? C'est du groupe Strixon. Alors, Strixon, il faut savoir, parce que c'est un nom comme ça américain, mais c'est japonais. C'est japonais. Et Honma, qui est... Une marque très classique japonaise. Mais... Exactement. C'est une vieille marque japonaise qui a toujours véhiculé une image de fait main, artisanat et qualité. Exactement. Alors, ça existe pour les fers, ça existe aussi pour les bois, naturellement. Exactement. Du putter, en passant par le wedge, les fers, les hybrides, les bois et les drivers. Je n'ai pas cité Callaway, qui vient tout juste de sortir une gamme qui est exclusivement
uniquement réservé au marché japonais et qu'on va retrouver en Europe. Qu'on retrouve en Europe, qu'on peut se procurer chez vous, par exemple. Exactement. C'est la gamme Beta qui s'est focalisée sur le besoin de légèreté, la facilité de jeu, le confort qu'on va retrouver, qui sont un petit peu à l'image des clubs japonais qu'on va retrouver sur la gamme Beta de chez Callaway. Alors, je voudrais qu'on termine par ça, parce que ça c'est très intéressant. Là, on a un club qui est américain et qui est fait main, c'est ça? Exactement. En fait, c'est tout nouveau sur le marché, c'est la gamme PXG. On est sur du forgé, fabriqué au Japon. Tout le restant est assemblé, en l'occurrence pour cette marque, en France, à la main, à la commande. Et il y a un prix par exemple pour ça c'est un driver? On va être entre du 3 ou 4 étoiles. On va être autour des 2000, entre 1500 et 2000 euros le driver. D'accord. On va avoir un nouveau souffle sur le marché. Après, comme vous le disiez, c'est pas parce que Honma ou Ixio ou les marques à tendance japonaise sont plus légères que ça va fonctionner pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de plus de poids dans leur club. Vous savez ce qu'on va leur conseiller, c'est d'aller au footing. Exactement. Il faut venir ici à Longchamp. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Césaro. Elle s'appelle Perrine Delacour, c'est notre plus sûr espoir sur le LPGA. Elle joue avec une balle avec une jolie fleur. Et aujourd'hui, elle est avec nous dans l'astuce du champion pour les putts en descente. Bonjour. Bonjour. Alors Perrine, ce putt de 10 mètres en descente, raconte-nous. C'est tout simple, il suffit de prendre un point intermédiaire à mi-distance, soit 5 mètres ici, juste là. Je ne vais ni ralentir ni décélérer et je putte la balle pour aller à 5 mètres et ensuite la balle roulera jusqu'au trou. Bien joué Perrine. Merci. Alors sur ces putts en descente, c'est quoi l'astuce? C'est simple, c'est putter la moitié de la distance. C'est simple. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.